Les Nations Unies lancent un appel record aux dons pour 2023. Sous l'effet de la guerre en Ukraine, elle craint la plus grande crise alimentaire mondiale de l'histoire moderne et appelle à la solidarité. Deuxième jour de visite officielle d'Emmanuel Macron aux États-Unis ce jeudi. Hier, le président français a vertement critiqué le plan américain de lutte contre l'inflation. Des épicéas centenaires qui s'assèchent, c'est une des conséquences du réchauffement climatique. Dans le Jura, les luthiers voient leurs principales ressources disparaître. Pour faire face à la multiplication des défis humanitaires, l'année 2023 devra être une année de solidarité. L'Organisation des Nations Unies a lancé ce jeudi un appel aux dons record à hauteur de près de 50 milliards d'euros. Guerre en Ukraine, changement climatique, pandémie, les crises s'accumulent et se chevauchent. Conséquence, une personne sur 23 dans le monde aura besoin d'une aide urgente. Les besoins augmentent parce que nous avons été frappés par la guerre en Ukraine, le Covid et les conséquences du changement climatique notamment. Je crains qu'en 2023, ces tendances s'accélèrent. C'est pourquoi, comme nous l'indiquons dans le rapport, nous espérons que cette année sera celle de l'entraide et de la solidarité, tout comme 2022 a été une année de souffrance. L'ONU estime que l'invasion russe a fait des millions de déplacés en Ukraine et au-delà de ses frontières, et laissé la plupart d'entre eux dans le besoin. Nous avons fourni une assistance à 13,6 millions de personnes en Ukraine. Et bien sûr, comme vous le savez, à mesure que nous entrons dans l'hiver, la situation devient particulièrement difficile. Le budget que nous proposons d'allouer aux conséquences de la guerre en Ukraine est le plus élevé de tous, à hauteur de 5,1 milliards de dollars. Le conflit en Ukraine a aussi exacerbé les pénuries alimentaires dans les pays en développement. Selon l'ONU, cette crise et d'autres ont déjà laissé le monde face à la plus grande crise alimentaire mondiale de l'histoire moderne. Alors que les combats continuent de faire rage dans l'est et le sud de l'Ukraine, une autre bataille est en cours, celle de la communication. Elle implique l'homme le plus riche du monde, Elon Musk. Sur son compte Twitter, le milliardaire avait en octobre dernier suggéré à Kiev de faire la paix avec Moscou au prix de concessions territoriales. Avec plusieurs semaines de retard, le président ukrainien lui a finalement répondu. Je suis toujours ouvert. Si vous voulez comprendre ce que la Russie a fait ici, venez en Ukraine et vous le verrez de vos propres yeux. Après cela, vous nous direz comment mettre fin à cette guerre, qui a commencé et quand nous pourrons y mettre un terme. Pendant ce temps, les ingénieurs s'efforcent de maintenir les lignes de communication ouvertes après que les frappes russes ont engendré de nouvelles coupures de courant. Des générateurs fournissent de l'électricité aux relais de téléphonie mobile. Je sais que nos gars, mes collègues, sont très épuisés, mais ils sont motivés par le fait que nous faisons une chose importante. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une guerre en Ukraine. De cette manière, nous soutenons nos soldats et notre peuple. Loin du pays déchiré par la guerre, la première dame ukrainienne Olena Zelenska a visité la cathédrale catholique ukrainienne de la Sainte Famille à Londres en compagnie du roi Charles. Ils ont également inauguré un nouveau centre d'accueil pour les familles déplacées. Entretenir une alliance incontournable tout en se montrant intransigeant sur les dossiers économiques. C'est le grand écart que tente de réaliser le président français en visite aux États-Unis. Emmanuel Macron a très clairement dénoncé les mesures anti-inflation appelées IRA prises par Joe Biden, jugées trop protectionnistes à Bruxelles. Elles pourraient même fragmenter l'Occident, a-t-il estimé. Une analyse que ne partage évidemment pas la Maison-Blanche. Nos partenaires européens ont exprimé leurs préoccupations au sujet de l'IRA. Je pense donc que nous nous attendions à ce que le sujet soit abordé. En fait, nous nous en réjouissons. Le mois dernier, le président a mis en place un groupe de travail États-Unis-UE spécifiquement sur l'IRA afin de mieux comprendre les préoccupations des Européens à ce sujet et de partager franchement nos points de vue sur l'IRA et en particulier sur les énergies propres. Si Emmanuel Macron s'est montré direct dans ses critiques à Washington, il n'en oublie pas moins de soigner une relation primordiale, notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine. Juste après vous avoir vu être aux côtés du président Biden, c'est pour essayer ensemble d'être à la hauteur de ce que notre histoire a scellé entre nous,
une alliance plus forte que tout. Le Inflation Reduction Act prévoit plus de 430 milliards de dollars d'investissement, dont 370 afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Le plus important effort jamais consenti par les États-Unis dans ce domaine. La forêt du Rizou, à la frontière entre la France et la Suisse, est une des plus grandes forêts d'Europe avec ses 2200 hectares. Mais ce trésor vivant est menacé. Les arbres centenaires, essentiellement des épicéas, souffrent du réchauffement climatique. Beaucoup jaunissent et certains se sont asséchés. Vous voyez les branches, toutes les branches qui sont sèches là, tout ce qui est rouge à l'intérieur de l'arbre, c'est des aiguilles qui vont tomber parce que l'arbre a sélectionné ses aiguilles. Il a dit à un moment donné, je ne pourrai pas tout garder. Les problèmes se multiplient pour cette forêt exceptionnelle. Prolifération d'insectes nuisibles, de champignons pathogènes. Ces observateurs les plus anciens n'ont aucun doute sur la responsabilité du réchauffement climatique. Théo Magnin est profondément lié à la forêt. Il est propriétaire d'une fabrique d'instruments de musique et apprécie les grands sapins du Jura. Certains offrent une résonance idéale pour la musique, mais ils deviennent rares. Avec le réchauffement climatique et le manque d'eau, je ne sais pas ce qu'on va trouver comme bois de résonance, de bois de haute qualité dans les prochaines années. Ça devient une catastrophe avec les bois qui sèchent sur pied. L'oreille du luthier Philippe Ramel se nourrit elle aussi de la forêt du Rizou. Il apprécie son bois pour fabriquer ses instruments. C'est l'air à l'intérieur de la guitare qui va, avec la vibration de la corde, se mettre à bouger et puis faire vibrer comme la peau d'un tambour la table d'harmonie. Donc on veut des meilleures qualités vibratoires possibles et la forêt du Rizou, elle garantit ça. Seuls des épicéas centenaires donnent de bons violons, violoncelles ou contrebasses, des arbres qui sont en voie de disparition. L'Allemagne n'a pas le choix, elle doit l'emporter aujourd'hui contre le Costa Rica si elle veut avoir un espoir de disputer les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Avec un petit point en 2 matchs, dont une défaite en ouverture contre le Japon, la Nationalmannschaft se retrouve désormais au pied du mur face à des Costa-Ricains qui chercheront également à se qualifier. De son côté, l'Espagne, première de sa poule, aborde cette dernière rencontre avec davantage de sérénité et pourrait se contenter d'un nul pour valider son ticket pour les huitièmes de finale grâce à sa meilleure différence de but. Tout reste ouvert encore dans le groupe E. À suivre également aujourd'hui l'épilogue du groupe F qui s'annonce tout aussi palpitante. On retrouve à Doha notre correspondant Sam Achou. Le match entre la Croatie et la Belgique était annoncé comme l'un des chocs de la phase de poule et l'enjeu est particulièrement important. Les Croates emmenés par Zlatko Dalic n'ont besoin que d'un point pour se qualifier, tandis que les Belges doivent impérativement s'imposer pour s'assurer une place en huitième de finale. L'équipe croate que vous apercevez à l'entraînement n'est plus toute jeune, mais elle affiche sa confiance avant ce match contre la Belgique, qui est la deuxième équipe du monde au classement FIFA. Dans l'autre rencontre du groupe, le Maroc, qui reste sur une victoire contre les Belges, peut également se contenter d'un point contre le Canada, à condition que les Diables Rouges ne s'imposent pas face aux Croates. La Tunisie ne s'est pas qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde au Qatar. Mais les Aigles de Carthage sortent la tête haute après une victoire sur les champions du monde français, une première dans l'histoire du pays. Un seul but a suffi à faire chavirer toute une nation, signé Warbi Kazri, un des 9 joueurs de la sélection né en France. Un but suffisant pour faire entrer les Aigles dans le cœur des Tunisiens. Au pays, la rencontre a fait vibrer les supporters, comme ici à Gamart, un quartier du nord-est de Tunis. Ils étaient des milliers vêtus du maillot rouge, poussant leurs joueurs vers un exploit improbable, tout en ayant un œil sur l'autre rencontre du groupe, jouée à la même heure. La victoire australienne sur le Danemark les élimine, mais la fierté prédomine. Plein de joie et d'euphorie. C'est vrai que nous ne sommes pas qualifiés, reconnaît cette supportrice, mais nous avons au moins gagné la France, une équipe qui a gagné la dernière Coupe du Monde. Du coup, on doit être fiers, même si nous ne sommes pas qualifiés. Les célébrations se sont poursuivies tard dans la nuit de Tunis. Et si le N n'a toujours pas passé un premier tour de mondial,
Elle a remporté hier soir la plus belle victoire de son histoire.